Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. L'art du tissage de la soie est une tradition au Japon. Et aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver au musée Guimet, le musée national des arts asiatiques, à l'occasion de l'exposition à la cour du prince Genji, 1000 ans d'imaginaire japonais que vous pourrez voir jusqu'au 25 mars prochain. L'exposition met en lumière le travail d'un grand maître tisseur japonais du XXe siècle installé à Kyoto, Itaro Yamaguchi. Il est le créateur de 4 formidables rouleaux qui illustrent le dit du Genji, le fameux roman de Murasaki Shikibu, écrit pendant l'ère Heian au XIe siècle. Ce roman est considéré comme l'un des premiers romans psychologiques de l'histoire. Ces rouleaux, vous les voyez ici, juste derrière moi, c'est une œuvre sublime qui a nécessité plusieurs décennies de travail. Je vous propose donc de revenir sur l'histoire du tissage japonais et la façon dont cet art a permis de tisser les liens d'amitié entre la France et le Japon, en compagnie de la commissaire de cette exposition, Aurélie Samuel. Bonjour Aurélie Samuel. Bonjour. Alors dites-nous d'abord, ces rouleaux qui se trouvent ici, c'est un travail exceptionnel du maître tisseur Itaro Yamaguchi. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, ce sont 4 rouleaux qui reproduisent en tissage les peintures de l'époque de Heian. Il faut savoir que le dit du Genji a été écrit au XIe siècle et dès l'origine, dès le XIIe siècle, ils ont été illustrés par des artistes, peintres, sculpteurs, laqueurs. Et lorsqu'Itaro Yamaguchi, arrivé à presque 70 ans, décide de livrer en fait un chef-d'œuvre digne de ce nom sur l'art du tissage qu'il considère comme un art majeur, eh bien, il décide de reproduire. Alors, quand je dis reproduction, ça n'est pas du tout une copie servile. C'est une réintégration des couleurs d'origine, des lacunes. C'est un vrai travail historique qu'il fait à partir de ces peintures qui sont trésors national et qui sont conservées au musée Goto à Tokyo et au musée Tokugawa à Nagoya. Pour cela, il va inventer un métier à tisser qui est hérité du métier à mécanique jacquard qui a été importé par les Européens au Japon et qui va permettre de réaliser cette étoffe façonnée extrêmement sophistiquée. Donc Itaro Yamaguchi, c'est un tisseur. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur lui? Itaro Yamaguchi naît dans un quartier de tisseurs à Nishijin. Nishijin, c'est un petit quartier en fait dédié au textile à Kyoto. Et ce quartier, en fait, il a tissé toutes les plus grandes étoffes pour les acteurs de Noh et pour les courtisanes. Donc pendant toutes les premières années de sa vie, il va essentiellement réaliser des kimonos magnifiques à la feuille d'or, au filet métallique doré, et au kinran, qui est une technique très particulière d'insertion des lamelles de papier doré. Et en fait, il tisse beaucoup pour les courtisanes, il tisse pour les acteurs de Noh, ce sont les principaux commanditaires de ces étoffes extrêmement précieuses. Et c'est une fois finalement qu'il est arrivé au bout de cette carrière, on va dire, commerciale, qu'il décide de se lancer dans ce grand œuvre. En fait, le tissage de Nishijin, il était connu non seulement au Japon, mais dans le monde entier parce qu'il avait été présenté aux expositions universelles. Mais cette industrie, elle a commencé à péricliter à la fin du 19e siècle, parce que de moins en moins de commanditaires, évidemment, avaient des moyens de commander en fait ces étoffes, parce qu'on porte aussi un petit peu moins ces étoffes extrêmement sophistiquées. Et ça coïncide avec l'ouverture des frontières au Japon en 1868 au moment de l'ère Meiji. Et c'est à ce moment-là que les Européens vont arriver au Japon, que les Japonais vont venir en France, et 3 Japonais de Kyoto sont envoyés par la préfecture, arrivent à Lyon et apprennent à tisser à la mécanique jacquard. Jacquard, c'est un technicien, en fait, c'est un inventeur, un scientifique, qui va créer un métier avec un système de cartes perforées, un peu comme l'orgue de Barbarie, qui va permettre, en fait, de lire sur le carton la levée et la descente des fils de chaîne. C'est un métier beaucoup plus pratique que celui qu'on utilisait auparavant, qui s'appelait le métier à la tire et qui était aussi utilisé en Europe comme au Japon. Et en fait, quand cette industrie textile Nishijin commence à être en perte de vitesse, en fait, c'est essentiellement parce que le métier à la tire est trop coûteux. Donc ces Japonais, ils arrivent à Lyon, ils étudient le métier à mécanique jacquard, ils le ramènent au Japon et en 1875, ils le montent à Kyoto. 10 ans plus tard, il y a des métiers à mécanique jacquard dans tout le Japon, dans tout Kyoto, et c'est ce qui va relancer en fait l'industrie de Nishijin. Donc lorsqu'Itaro Yamaguchi décide de s'attaquer à ce grand œuvre, en fait, à ces 4 grands rouleaux, il utilise ce métier à mécanique jacquard. Et il va le modifier, le perfectionner pour qu'il puisse en fait mettre en œuvre ces tissus
très sophistiquées qu'on appelle des étoffes façonnées. Justement, revenons-en à Itaro Yamaguchi. Ce qui est fascinant, c'est qu'il a déjà 70 ans quand il s'intéresse à cette œuvre. Alors pourquoi il choisit le dit de Genji et pourquoi s'atteler à un tel travail alors qu'à priori, 70 ans, on pourrait croire qu'il est assez proche de la fin de sa vie, mais il va y passer 30 ans. Il s'intéresse au Genji d'abord parce que c'est un roman fondateur. Le dit du Genji, il a été écrit à une époque qui s'appelle l'époque de Heian. Heian, c'est l'ancien nom de Kyoto. Donc c'est une époque où Heian est la capitale du Japon et où c'est l'empire en fait qui dirige la politique. Et cette époque est marquée par l'avènement d'une culture spécifiquement japonaise. Il faut savoir que jusqu'alors, c'est essentiellement l'influence chinoise en fait qui dominait la culture japonaise. Et c'est vraiment à partir de cette époque, entre le 8e siècle et le 12e siècle, qu'on va voir les fondements de cette culture. Avec le développement du bouddhisme, avec le développement d'un art spécifiquement japonais où la nature joue un rôle prépondérant, avec l'émergence d'une classe de femmes aristocratiques qui va occuper une place tout à fait à part dans la société et ça ne se reproduira plus dans le Japon futur. Donc je pense que Itaro Yamaguchi est sensible à cette période parce que ça fait partie vraiment de sa culture personnelle. Ensuite, parce que ces peintures de l'époque de Heian sont considérées comme des chefs-d'œuvre absolus, trésors national, et que malheureusement, elles ont été extrêmement abîmées puisqu'elles datent du XIIe siècle et qu'elles sont parvenues jusqu'à nous dans un état quasiment fragmentaire. Donc, en visitant le musée Goto à Tokyo, le musée Tokugawa à Nagoya, là où elles sont conservées, il va les regarder, il va s'en inspirer. Ce sont des peintures qu'il a regardées depuis très longtemps dans sa vie. Et quand il cherche finalement un sujet pour montrer que le tissage est un art à part entière, un art majeur au même titre que la peinture, il décide de s'y attaquer. Alors c'est vrai qu'à 70 ans, on peut se dire que c'est un âge raisonnable pour prendre sa retraite. Lui, pas du tout. Ça montre aussi le tempérament de cet homme assez avant-gardiste. Et je crois qu'il a envie de se lancer un défi. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a réalisé, ces sublimes kimonos, ces sublimes hobbies, évidemment, c'est magnifique, mais ça reste de l'artisanat d'art. Et ça va rester dans une histoire quelque part ancestrale du tissage au Japon, alors que lui, c'est un artiste. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il refuse de devenir trésor national. Trésor national, c'est quelqu'un qui perpétue une tradition, qui s'inscrit en fait dans un temps long. Et lui, il a envie de montrer que non, c'est un créateur. Donc il refuse et il s'attaque à ce chef-d'œuvre. Et là, il va rassembler autour de lui un certain nombre d'artisans, de spécialistes, de teinturiers, de scientifiques pour l'aider à concevoir ce rouleau. D'abord parce qu'il faut évidemment expérimenter les différents types de teintures. Quand on dit qu'il choisit du rouge, il ne choisit pas du rouge. Oui, parce que les couleurs sont éclatantes, il faut le voir en vrai. Ah oui, c'est absolument incroyable. Et surtout, il veut plusieurs nuances. Donc, il va teindre jusqu'à 14 fois le même fil pour avoir toutes les subtilités en fait de la teinture qui vont accrocher la lumière d'une manière différente à chaque fois. Ensuite, il va se rendre compte que le fil métallique, c'est beau, mais ça s'oxyde, notamment le fil d'argent. Donc, il va créer un fil de platine. C'est la première fois qu'on crée un fil de platine. Beaucoup plus précieux, ça doit coûter extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher, mais c'est surtout extrêmement dur à stabiliser, en fait. Et puis, il se rend compte au départ que le fil de platine, il n'a pas la couleur de l'argent. Donc, il faut chimiquement le transformer pour qu'il ait vraiment cet éclat et cette brillance de l'argent, tout en ne s'oxydant pas. Il va utiliser le fil d'or, évidemment. Et puis, il va travailler aussi avec des artisans qui vont l'aider à concevoir le tissage. Parce que tisser, c'est pas ça le plus difficile. Bien sûr, il faut savoir manier le métier à mécanique jacquard. Le plus difficile, c'est de concevoir la programmation des fils en amont. Aurélie Samuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent les métiers jacquard ? Un métier jacquard est un métier à carte perforée. Jusqu'alors, on utilisait un métier à la tire. C'est-à-dire que lorsque vous avez un métier à tisser, vous tendez votre chaîne dans le sens longitudinal. Vous soulevez votre chaîne, donc les fils sont accrochés à des lisses qui sont reliées à des pédales et quand vous appuyez sur la pédale, ça monte. Et vous passez votre navette de droite à gauche pour créer un entrecroisement des fils, c'est ce qu'on appelle une armure. Ça, c'est pour faire un tissage simple, ce qu'on appelle un tissage uni. Lorsque vous voulez faire une étoffe façonnée, il faut surélever d'autres fils de chaîne. Pendant très longtemps, ces fils de chaîne, ils étaient accrochés ensemble et on les tirait, d'où le nom de métier à la tire. Donc il fallait qu'il y ait un tireur. Ça veut dire qu'il fallait 2 personnes sur ces métiers. Ce qu'invente Joseph-Marie Jacquard, c'est qu'il va relier ces fils que l'on tire en plus à un système de poulies qui va lire des cartes perforées, à la manière d'un ordre de barbarie, c'est-à-dire qu'un plein va descendre le fil, un trou va lever le fil, ce qui va permettre de lire en fin de compte la carte. Et cette mise en carte, elle est reliée à une autre pédale, ce qui veut dire qu'un seul tisseur peut, avec ces 2 pédales, soulever ses fils de chaîne, plus ses fils pour créer le motif broché ou le motif complexe qu'on veut réaliser. Donc ça va considérablement changer l'industrie de la soie,
notamment à Lyon, qui est la capitale de la soie depuis le XVIe siècle, et ensuite dans le monde entier, puisqu'à partir du XIXe siècle, date à laquelle le métier est inventé, en 1804, eh bien, un certain nombre de pays vont venir, dont le Japon, parce qu'au Japon, le quartier de tissage, le quartier de Nishijin à Kyoto, il est en train totalement de péricliter. Et quand ils entendent parler de ce métier à mécanique jacquard, qui est une forme d'automatisation du métier et qui permet de réduire les coûts de fabrication avec un seul tisseur, ils envoient en fait 3 tisserands et teinturiers en 1872 à Lyon pour apprendre le métier à mécanique jacquard. Ils vont ramener ce métier au Japon, ils vont le remonter, l'adapter un petit peu finalement pour un besoin local et ça va considérablement aussi révolutionner l'industrie du tissage au Japon. Alors ça, on va y revenir, mais pour finir avec notre tisseur Itaro Yamaguchi, ce qui est fantastique, c'est qu'il fait cette œuvre pendant 30 ans autour du dit du Genji, mais il l'offre à la France. Il l'offre à la France justement parce que c'est la patrie de Joseph-Marie Jacquard. En fait, comme ce métier jacquard a totalement sauvé l'industrie Nishijin, que lui-même fait partie d'une famille de tisseurs de Nishijin depuis des générations. Il a voulu remercier la France et il s'est dit que grâce à la France et grâce à cette invention, finalement, il a pu exister et il a pu réaliser cette œuvre. C'est pour ça qu'il donne à la France. Alors après, pourquoi il donne au musée Guimet ? Parce qu'il voulait donner dans un musée d'art généraliste, un musée des beaux-arts, pas le musée des tissus de Lyon, on aurait pu imaginer. Bien sûr, qui est sublime. Qui est sublime et que ce soit un musée technique. Mais non, parce que Itaro Yamaguchi considérait que l'art textile est un art majeur et que ce qu'il a fait, ce n'est pas tant du tissage que de la peinture tissée. Et que ça se regarde comme de la peinture. Alors justement, revenons-en un petit peu à ce textile Nishijin qui est sa spécialité. Ça existe depuis l'époque Heian, c'est ça? Donc c'est très ancien, c'est la fin de l'Antiquité au Japon? Oui, en fait, le tissage de Nishijin est né en même temps que le début de l'époque Heian, le 8e siècle. C'est un tissage de la soie assez classique. La particularité de Nishijin, c'est de tisser en insérant en plus de la soie des lamelles de papier doré ou argenté. Ce qui veut dire que c'est une feuille de papier très fine, japonaise, sur laquelle est appliquée de la feuille d'or ou de la feuille d'argent, découpée en très très fines lamelles, donc c'est un petit peu rigide, et insérée à la main au cours du tissage. Ça permet d'avoir un relief particulier, de créer de la profondeur, d'accrocher la lumière aussi de manière particulière et de rigidifier le tissu. Et c'est ce qui va faire la renommée de ces tissages de Nishijin. C'est ce qui va aussi beaucoup plaire dans la confection des kimonos qui ont besoin d'être un petit peu rigides et surtout des obi. Les obi, ce sont grandes ceintures. Oui, ce sont ces grandes ceintures que l'on porte avec un nœud à l'arrière qui sont assez larges, notamment pour les femmes, et qui sont rigides. Le obi, on a coutume de dire que c'est presque le corset en fait du kimono. Exactement. Parce qu'à la façon dont il maintient le corps, il structure la démarche, il conditionne le corps des femmes. Et d'ailleurs, quand les femmes vont commencer à s'émanciper au Japon, elles vont l'abandonner parce que ce n'était pas du tout un vêtement pratique pour travailler. Exactement comme nous avons enlevé les corsets. Absolument. Et au même moment, c'est assez amusant d'ailleurs parce que au moment où les Français vont découvrir le Japon et donc commencer à porter des kimonos chez eux, les femmes d'intérieur commencent à porter des kimonos, les élégantes l'introduisent dans leur garde-robe, c'est au même moment que les Japonaises vont abandonner le kimono et s'habiller à l'occidental. Il y a une forme de chassé-croisé, si vous voulez, des vêtements. Donc Nishijin, c'est essentiellement ça. C'est tisser des kimonos, des obi, avec ces lamelles de papier doré. Mais cette technique va finir par tomber en désuétude à l'époque Edo, c'est-à-dire à partir de 1600 environ. Pourquoi? C'est parce que ça coûte trop cher, c'est trop précieux? Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. Donc, quand on parle d'époque Edo, c'est le moment où c'est le shogunat qui prend le pouvoir et où la capitale est déplacée de Heian à Edo, c'est-à-dire de Kyoto à Tokyo. En s'éloignant de la capitale impériale, on s'affranchit aussi de ce pouvoir impérial et de cette iconographie héritée finalement des artistes de l'époque impériale. Donc quand on arrive à Edo, on a un pouvoir qui est très différent, qui est un pouvoir militaire, beaucoup plus martial, vraiment dans son sens, vraiment dans son acception la plus large. Et les Tokugawa, qui sont les shoguns qui vont diriger le Japon, vont édicter un certain nombre de lois qu'on appelle les lois sanctuaires. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on va essayer de limiter les signes extérieurs de richesse et on va interdire d'utiliser trop d'or, trop d'argent, trop d'ostentation. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on utilise de moins en moins toutes ces préciosités dans les tissages, mais j'allais dire dans toutes les formes d'art en général. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, 3 Japonais partent à Lyon, vont s'intéresser au métier jacquard et le ramener au Japon. Qu'est-ce que ça va changer dans l'industrie du textile japonaise?
Alors ça va tout changer dans l'industrie textile japonaise parce que donc ils tissent au métier à la tire jusqu'alors. Ils ont des méthodes ancestrales qui sont héritées de génération en génération. Et ces 3 Japonais qui arrivent à Lyon, vraiment Lyon, capitale de la soie, il y a un tisseur, un teinturier et un technicien. C'est-à-dire finalement les corps de métier principaux qui vont ensuite entourer Itaro Yamaguchi pour faire en fait ce tissage. Ils viennent, ils apprennent au contact des techniciens ici en France, à Lyon, comment fonctionne un métier jacquard, comment automatiser quelque part, parce que c'est une première forme d'automatisation et de mécanisation du métier, comment faire, et par la même occasion, ils apprennent aussi un certain nombre de techniques françaises, ils regardent aussi la qualité de la soie lyonnaise. Il ne faut pas oublier qu'à Lyon, il y avait une très belle qualité de soie. La plus belle, je suis lyonnaise. La plus belle, effectivement, mais il y a eu, vous savez, la pébrine, qui était cette maladie qui a attaqué le ver à soie. Tout à fait. À Lyon, et donc pendant un certain temps, les Lyonnais ont dû importer de la soie, et ils l'ont importé de la Chine et du Japon. Donc c'est aussi un échange de bons procédés qu'il y a eu entre ces 2 pays. Exactement. Donc avec ces techniques, ils reviennent au Japon. Ils mettent un certain temps quand même à remonter le tissage parce qu'ils viennent en 1872, il reste à peu près 1 an. Et c'est en 1875 que le premier métier est remonté au Japon et qu'il va commencer à être utilisé à la fois pour des tissages simples, mais aussi pour des armures complexes et pour des tissus façonnés, notamment à Nishijin. Donc ça va complètement changer la façon de travailler, surtout parce qu'économiquement, ça va permettre de réaliser des tissus beaucoup moins coûteux, puisque un métier jacquard, en fait, on n'a besoin que d'un seul tisseur. En revanche, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a créé des nouveaux métiers. Les gens qui font la perforation des cartons, les gens qui lisent la mise en carte, les gens qui vont contribuer en fait à programmer le tissage. Donc c'est toute une industrie qui se réinvente grâce à l'invention jacquard. Et aujourd'hui, est-ce qu'au Japon, on recommence à travailler le textile Nishijin parce que finalement, ça appartient au savoir-faire ancestraux du Japon ? Alors, peu de gens, effectivement, commandent des tissus Nishijin parce que c'est extrêmement coûteux, parce que c'est quand même une technique très sophistiquée qu'on utilise essentiellement pour des vêtements que l'on porte quasiment plus. Il faut dire que le kimono, aujourd'hui, est quand même très peu porté au Japon, sauf pour des occasions, évidemment, officielles. Et puis, tissé à la feuille d'or, tissé avec des filets métalliques dorés, on peut imaginer le coût que ça représente. C'est ce qu'on appelle finalement de la haute couture. Donc ici, en Europe, on pourrait le comparer avec la haute couture. C'est de la haute couture ancestrale et il n'y a que peu de familles qui peuvent se l'offrir. En revanche, le théâtre No, qui est le théâtre traditionnel, continue évidemment à commander des costumes pour la scène, parce que ce sont des costumes extrêmement précieux. Mais encore aujourd'hui, on essaye de les substituer parfois par des vêtements moins coûteux, et notamment des vêtements brodés. Pour conclure, Aurélie Samuel, je pense qu'il y a une fascination des trentenaires, des quadragénaires et de bien d'autres personnes pour le Japon qui nous vient beaucoup des mangas. Alors on a l'impression que quand même, quand on est une belle femme, on porte des kimonos. Quand on est un homme d'une famille ancienne, installée, c'est important de continuer à porter des vêtements traditionnels. C'est un fantasme qu'on a, nous, en tant que Français, où il y a réellement des gens qui s'habillent quotidiennement de cette manière. Alors, des gens qui s'habillent quotidiennement en kimono, bon, je crois que ça a vraiment totalement disparu. Alors peut-être dans certaines campagnes reculées, ou certaines personnes qui ont eu l'habitude vraiment de le porter. En revanche, pour les occasions officielles, par exemple hier pour le vernissage de l'exposition, beaucoup de Japonais sont venus en tenue traditionnelle, en kimono. C'était d'ailleurs extrêmement raffiné, extrêmement beau. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas non plus très pratique en fait dans notre vie quotidienne. Donc c'est vrai que le manga a popularisé cette façon de se vêtir, je dirais ce rapport aussi qu'ont les Japonais aux vêtements, à la silhouette, a un côté très soigné aussi. Alors ça, on le voit toujours au Japon. Mais non, on ne peut pas dire que les Japonais portent le kimono tous les jours, c'est faux. Bon, mais en tous les cas, nous, on continuera à rêver du Japon. Merci beaucoup Aurélie Samuel pour toutes ces explications. C'est absolument fascinant. Je vous conseille vraiment de venir au musée Guimet voir cette exposition sur le dit du Genji 1000 ans d'imaginaire japonais au musée Guimet. C'est jusqu'au 25 mars prochain. Vous allez en prendre plein les yeux. Il y a des kimonos magnifiques et plein d'autres choses. Quant à moi, je vous retrouve tous les jours sur votre plateforme de podcast préférée, sur l'appli Europe 1 évidemment, et sur l'antenne à 15h chaque week-end. Donc à bientôt au cœur de l'histoire.